j'ai été transporté ce soir, en particulier, alors c'est un monologue, mais dans l'élan final, cette espèce de fascination, répulsion pour l'Europe qui se finit finalement dans une déclaration de combat. On sent effectivement que dans toute cette lancinante question, faut-il sauver l'Europe ou faut-il quitter, eh bien vous finissez, et on tenait bien là, en disant nous restons, et le discours, j'en suis sûr, il est prononcé, et c'est le symbole de vos combats. Alors vos combats, aujourd'hui, nous le savons, ils font plus que jamais l'objet de cavale, l'objet de contestation. Lorsque nous avons invité nos militants à venir à cette pièce, certains nous ont dit comment, quoi, j'ai cru que la pièce était annulée, ce qui est quand même absolument délirant. Moi, je voudrais comprendre qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans vos idées, dans vos combats, fait tellement débat, dérange tellement qu'on en vienne à inventer ces rumeurs. L'Europe, évidemment, l'idée européenne, pour moi, en tant que président de l'UEGF, c'est-à-dire président d'une organisation qui s'est construite sur les ruines d'une Europe des fêtes, elle est essentielle. Et c'est aussi pour cela que nous sommes là aussi nombreux ce soir. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous les militants de l'UEGF qui sont présents, et en particulier Chagal Bidboul, qui est notre responsable pour la région. Nicolas Polesco, le trésorier de l'UEGF. Avoir permis cette mobilisation, et je vous pose donc cette question en premier: qu'est-ce qui dérange autant dans vos idées aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est vrai que ce qui s'est passé la semaine dernière est tout de même incroyable, et je pense du jamais vu dans l'histoire de cette maison, et peut-être même dans le paysage du théâtre depuis un certain nombre d'années. Et ça me fait même rire, parce que grâce au ciel, je ne perds pas mon sens de l'humour et ma joie de vivre. Mais cette pièce, elle était, comme on fait dans le théâtre privé, je vous explique en deux mots, hein. Elle était prévue, voilà, on ne sait pas très bien jusqu'à quand. On sait qu'on démarre début septembre, puis on arrête le 1er octobre, on arrête le 1er novembre, on arrête le 1er décembre. C'est un peu, ça dépend de 1000 paramètres. Et puis il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines, le théâtre décide d'un commun accord avec moi, avec le producteur, avec l'acteur, qu'on s'arrêtera le 16 novembre. C'est formidable, les salles il y a des réservations jusqu'au 16 novembre très largement, et c'est mis sur le site internet. Un jour passe, 2 jours, 8 jours, 10 jours, aucun problème, c'est comme ça dans tous les théâtres. Et brusquement, il y a un site que je ne nommerai pas, qui tombe probablement sur le site du théâtre de l'Atelier, et qui voit 16 novembre, et qui dit mais de quoi, 16 novembre, mais est-ce que c'était pas prévu jusqu'à la fin de l'année? Pourquoi, d'où ça sort, je n'ai aucune idée. Et il fait un papier, ce site important, une espèce de dépêche, disant la pièce de Bernard-Henri Lévy s'arrête. Alors, même pas s'arrête le 16 novembre, s'arrête. Brutalement, suspendu, annulé, etc. La chose flambe comme une espèce de feu de brousse pendant toute la soirée. Le théâtre de l'Atelier fait un communiqué, tout ça est sur le net, hein, en disant attendez, ça ne s'arrête pas. Alors, le site en question invente, d'après le communiqué du théâtre, dont je n'ai aucune raison de douter, une conversation avec quelqu'un du théâtre, un responsable du théâtre, qui lui aurait dit que, bref, tout ça fait une espèce de buzz absolument terrible. Le communiqué de l'Atelier n'y fait rien, une dépêche AFP dit que pas du tout, la pièce continue encore 30 ou 35 représentations, ça n'y fait rien. Je me rappelle, le soir où c'est arrivé la semaine dernière, je regarde sur Google, il y avait 585 articles qui disaient que ma pièce ici s'arrêtait. Les gens, le lendemain matin, téléphonent au pauvre caissier en lui disant mais alors attendez, moi j'ai payé 31 € ou je ne sais pas combien pour une représentation le 4 novembre, comment je me fais rembourser? Le caissier passe sa journée à dire mais attendez, il n'y a pas de remboursement, c'est pas des... Voilà. Donc c'est même pas une cabale, c'est même pas une rumeur, c'est une espèce d'histoire folle de gens qui ont, de journaux, enfin de sites, qui ont éprouvé le désir de casser ce spectacle. Voilà. De casser ce spectacle, et évidemment, sûrement un peu moins à un spectacle, sauf que moi, le spectacle, il en faut beaucoup de casser. Jacques Weber encore davantage, et moi, je crois qu'il en faut aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que... Je ne sais pas, vous avez entendu le texte comme moi, je crois qu'il y a dans ce texte 2 ou 3 choses qui, en effet,
ne sont pas dans l'air du moment. Parler de Marine Le Pen, par exemple, comme j'en parle, c'est-à-dire sans la moindre concession, sans admettre l'idée que le logiciel aurait changé, sans entrer dans la mascarade, dans la comédie de leur histoire de famille à la con, de cette espèce d'histoire incestueuse et grotesque entre les Le Pen, père et fille, probablement que cela n'est pas audible dans la France d'aujourd'hui, ou en tout cas audible pour certains, mais pas pour tous. Parler de l'antisémitisme comme j'en parle dans cette pièce, c'est-à-dire non pas comme une maladie qu'il faudrait guérir, dont il faudrait guérir le corps social, mais comme une attaque à laquelle il faut résister et comme une force à laquelle il faut opposer beaucoup plus de force encore, puisque vous avez entendu, c'est ça que dit le texte, que le problème de l'antisémitisme, le seul problème, c'est pas de soigner les antisémites, c'est pas de s'occuper de leur névrose, c'est pas d'aller s'occuper de leur petit tas de secrets et de voir qu'est-ce qui a mal tourné, c'est juste d'être plus fort qu'eux. C'est ça ma thèse. Dans ce texte. Aussi audible que je le pensais également dans la France d'aujourd'hui. Et puis, cette déclaration qui fait tout l'objet de l'acte 5 de la pièce, cette déclaration d'amour lévinassien à l'Europe, c'est-à-dire l'idée que l'Europe ne sera aimable que lorsqu'elle aura un visage, cette idée qu'il faut nous rendre des visages, cette idée aussi qu'il y a des morts qui sont plus vivants que les vivants, cette idée que le temps présent a perdu le sens de la grandeur et que pour retrouver le sens de la grandeur, il faut ressusciter les morts, ressusciter, les entendre en tout cas, pas la terre et les morts, mais les grands exemples des grands aînés. Tout ça, c'est certainement ce qui, dans ce texte, pour ceux qui l'ont entendu, et ils sont nombreux, parce qu'avant cet épisode d'il y a 10 jours, les salles étaient pleines. En effet, ils ont un peu d'idées. Ça va repartir. Surtout si vous tweetez et facebookez à partir de ce soir, pour ceux qui sont là. Donc tout ça, pour ceux qui ont entendu ces paroles-là à l'atelier, tout ça, c'est certainement à contre-courant de la France d'aujourd'hui. Voilà, j'imagine. Après, on pourrait faire l'archéologie, mais dans la conjoncture, voilà de quoi il se retourne, à mon sens. Vous dites à contre-courant. Aujourd'hui, c'est l'actualité, malheureusement. En tout cas, c'est le mouvement de Zemmour. Moi, j'ai trouvé que votre texte était une réponse extraordinaire aux théories de Zemmour. Réponse à théorie de Zemmour. Une réponse plus forte, puisque vous l'avez écrit avant la sortie du bouquin, même si on connaissait les idées. Quand vous citez Husserl en disant le problème c'est être attaché au national, au natal, et que vous opposez à cela l'identité européenne, dans sa multiplicité, dans ses croisements, vous opposez finalement l'identité altérité. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de dire quand vous voyez le succès de ce bouquin et cette espèce d'attachement comme vous dites dans la pièce, à voilà, la France du point, la France du terroir, plutôt que l'idée de l'Europe. Écoutez, en effet, je ne sais pas si c'était prémonitoire, mais enfin, ce texte a été écrit et a été imprimé et a commencé d'être joué alors que probablement Zemmour n'avait pas terminé son livre. Voilà, c'est sûr que Hôtel Europe s'oppose probablement point par point à l'ensemble des thèses de ce livre que je n'ai pas lu. La seule chose que j'ai lue, c'est le chapitre qui m'est consacré dans ce livre, le suicide français. Il y a un chapitre qui m'est consacré où il me rend responsable, entre guillemets, enfin sans violence excessive, mais enfin avec tout-de-même responsable il me met à l'origine de cette espèce apparemment de déclin qu'il décrit. À l'origine à cause de
mes positions sur le judaïsme en 1979 à l'époque du Testament de Dieu, à l'époque de mes positions sur le pétainisme et sur la France vichiste en 1981, et à cause de la fondation en 1984, qui n'est pas mon fait, mais que j'ai parrainé avec Simone Signoret et Coluche, de SOS Racisme. Donc, voilà, il est certain qu'il y a là quelque chose de frontal. Dans quoi je n'ai pas envie d'entrer, personnellement. D'abord, parce que, très honnêtement, je pense que même si le livre de Éric Zemmour a un grand succès, j'ai tendance à penser que ce n'est pas tout à fait mon niveau, je ne polémiquerai pas ce livre. Et puis ensuite, parce qu'il y a quelque chose que je trouve assez triste, sans faire de communautarisme excessif, et sans me sentir comptable de toutes les bêtises que peuvent dire des juifs aujourd'hui. Il y en a d'autres, des juifs idiots que Zemmour. Mais je n'aimerais pas l'idée d'une espèce comme ça. Je voudrais l'éviter en tout cas. J'ai eu des désaccords avec quelqu'un d'un tout autre niveau et éminemment plus estimable, des vrais désaccords avec Alain Finkielkraut sur la question de l'identité par exemple. Je n'ai jamais voulu débattre avec lui. Là, c'est autre chose. Finkielkraut est un intellectuel que je respecte, pour lequel j'ai une très ancienne amitié, mais un désaccord radical. Désaccord sur ce texte, et il plaide contre l'idée même d'identité, au fond. Ce texte que vous venez d'entendre, ce qu'il dit, c'est que l'identité est une illusion, c'est que l'identité est une prison, c'est que l'identité est une manière est un concept qui n'est pas fait, mais dont l'effet en tout cas est de se fermer à l'altérité, de se fermer à autrui. Et donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il faut le penser le moins possible hors de la pensée identitaire. Mais ce débat-là, je n'ai pas voulu l'avoir, même avec Finkielkraut, qui est encore une fois un grand intellectuel, c'est vous dire. Donc je ne l'aurai pas avec vous. Mais il est certain que quand j'entends ce qu'il dit, ça je ne l'ai pas lu, je l'ai entendu, sur le vichisme par exemple, c'est tellement irresponsable. C'est tellement irresponsable quand on sait, moi je connais cette affaire par cœur, parce que j'ai lu Paxton, parce que j'ai lu le très beau livre de Gérard Miller qui s'appelait Les pouces aux jouirs du maréchal Pétain en 1980, et parce que j'ai écrit l'idéologie française. Je sais exactement de quoi il retourne, je sais comment la France de 1940 à novembre 1942, puis encore au-delà, mais notamment dans cette période, s'est enorgueilli de promouvoir une solution française à la question juive, mais pas une solution plus indulgente, pas une solution plus salvatrice, une solution aussi criminelle, mais qui avait le mérite pour le régime de Vichy, pour les commissaires aux affaires juives successifs, Xavier Vallat et Darkel Pellepoix, qui avait le mérite d'être une solution finale aux couleurs de la France. Donc, je sais tout ça tellement, et ça m'attriste tant de voir en effet un personnage qui n'est d'ailleurs pas antipathique, jusqu'à présent je le trouvais extrêmement réactionnaire, mais bon, voilà, égrener ses âneries dans de grandes émissions de télévision, c'est tout à fait navrant. Voilà. Mais je n'ai pas envie d'entrer là-dedans, je n'ai pas envie d'entrer dans un débat, parce que c'était très compliqué. Cette émission de Ruquier, elle était... pour moi, il y avait deux adversaires dans ce soir-là, ce samedi soir, il y a 15 jours. Il y avait deux adversaires idéologiques. Il y avait Éric Zemmour, et puis il y avait l'autre, il y avait Émeric Caron, qui n'est pas non plus un ami politique, qui n'est pas non plus un camarade de pensée, loin de là. Et j'avais eu affaire à lui quelques semaines plus tôt, et il ne s'était pas privé de me le dire, ni moi de le lui faire savoir. Donc voilà, dans la France aujourd'hui, les quelques jeunes filles et jeunes gens du JF qui sont là, et les autres, doivent savoir qu'il y a une bataille à mener sur deux fronts. Le front de cette espèce de pétainisme revisité, fût-ce aux couleurs juives, ce qui est encore une fois atterrant, et puis il y a le combat contre cette espèce de prétendu progressisme
qui fait d'Israël le nom du diabolique moderne, qui pratique, en veux-tu en voilà, cette horreur qu'est la concurrence des victimes, et qui, là encore, sur l'autre bord, sur le bord gauche, flirte avec le pire. Voilà. Alors, cela dit, pour les plus jeunes d'entre vous, pour les camarades de l'UGF, tout ça n'est pas non plus d'une nouveauté absolue. Moi, ça fait 40 ans que j'écris des livres, j'ai passé ma vie j'ai passé ces 40 années à me battre sur les deux flancs, à me battre sur le flanc droit et à me battre sur le flanc gauche. J'ai passé ma vie à observer, d'ailleurs, et parfois à catalyser le court-circuit, la rencontre, les noces apparemment contre nature et en réalité tellement évidentes une fois qu'elles se scellent entre cette extrême droite et cette extrême gauche. Donc, nous vivons aujourd'hui un nouvel épisode de cette très très vieille histoire. Quand j'ai fait l'idéologie française dont vous parlez tout à l'heure, il y a 35 ans, c'était une énorme histoire, je crois, enfin en tout cas un énorme débat dans la France de l'époque, avec d'énormes polémiques, avec des attaques extraordinairement violentes. Mais les attaques, elles venaient vraiment des deux bords. Je me souviens, pendant des mois, une page quotidienne dans l'Humanité de l'époque, où c'était le Parti communiste qui tirait, si j'ose dire, à boulet rouge, et puis il y avait la France néo-vichiste, dont les grands noms à l'époque s'appelaient Alfred Fabrelus, qui s'appelait Maurice Papon, ministre du budget, qui avait fait une déclaration terrible, Raymond Aron, qui avait écrit dans l'Express une chronique, enfin une couverture de l'Express d'ailleurs, qui s'appelait Faut-il brûler l'idéologie française, qui était d'un goût douteux. Texte d'ailleurs dans lequel Raymond Aron disait que lorsqu'il cherchait au fond de lui-même, lorsqu'il faisait son examen de conscience, il n'y pouvait mais il se sentait et il se sentirait toujours plus proche d'un Français de souche antisémite que d'un Juif nord-africain. Raymond Aron disait ça dans cette polémique. Donc voilà, il y avait le flanc droit, il y avait le flanc gauche, et puis il y avait ma petite idéologie française qui, comme au l'Europe aujourd'hui, essayait de se tailler sa route et de se frayer son chemin entre ces deux espèces de massifs vertigineux, mais qui sont hélas deux grands pans de l'histoire. Alors, vous parlez du flanc droit, du flanc gauche, donc à la fois, moi ce qui m'a